nos ancêtres les Gaulois. Cette phrase a été utilisée notamment par nos politiques pour des raisons un peu obscures. Aujourd'hui, on va remettre un peu d'histoire au bout du jour à travers une réflexion sur les Gaulois, leur lien avec les Romains, du 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Bonjour à tous, c'est Malicus, et aujourd'hui on s'intéresse aux Gaulois. J'ai déjà fait une vidéo en expliquant que les Celtes sont très présents sur le territoire, entre guillemets, gaulois, que l'on associe aujourd'hui à la France. Ces Celtes vont être tellement présents et tellement importants qu'ils vont pousser en fait les peuples gaulois, qui vont devoir multiplier des raids dès le 4e siècle, notamment en Italie. En 390 avant Jésus-Christ, les Gaulois vont alors s'emparer de la ville de Rome. Il y a un pillage de la cité qui domine alors le centre de la péninsule et qui est vécu par les Romains comme un traumatisme. Les Gaulois à ce moment-là, ils sont menés par leur chef qui s'appelle Brennus. Ils viennent des Alpes et envahissent en 390 avant Jésus-Christ le nord de l'Italie, puis se dirigent vers Rome. Alertées, les troupes romaines, elles avancent à leur rencontre, mais elles sont en minorité numérique. Elles ne peuvent pas résister. Profitant de leur stupeur, qui vont abandonner en fait le centre de la cité, Brennus va entrer dans la ville de Rome. Dès lors, ces hommes installés sur la grande place du forum vont piller les maisons, massacrer les vieillards qui vont refuser de fuir, et détruire les monuments. Pour garantir la survie de leur cité, les plus jeunes Romains et les femmes vont se réfugier sur le Capitole. Le Capitole, c'est l'une des 7 collines de Rome. Ils vont être protégés par le mur qui va défendre son sommet. Ils vont résister aux attaques des Gaulois pendant environ 8 mois. Il y a un récit très sympa sur les oies du Capitole durant cette période, qui sont en fait dans le Capitole, et qui vont, lors d'un assaut nocturne des Gaulois, se réveiller et prévenir par leurs cris les populations que les Gaulois arrivent, et les Gaulois vont être repoussés, notamment grâce aux oies du Capitole. Cependant, durant cette période, un autre peuple barbare, les Vénètes, vont menacer les Gaulois en arrivant par le nord. Brennus va donc accepter de quitter la ville contre le paiement d'un tribut de 1000 livres d'or. Le paiement se fait notamment grâce à une balance, où d'un côté vous allez avoir des pierres, qui équivalent à normalement le poids de 1000 livres d'or, et de l'autre côté les Romains qui commencent à mettre les pièces. Sauf qu'ils se rendent très vite compte en fait que la balance, eh bien, elle est peut-être un peu truquée, et en fait non, c'est pas la balance qui est truquée, ce sont les pierres dans lesquelles les Gaulois ont rajouté du plomb pour avoir plus d'or. Les Romains ne veulent plus payer, et Brennus coupe court à leur protestation et jette son épée carrément dans la balance. Entre-temps, le général romain qui avait été exilé, qui s'appelait Camille, eh bien, il a reconstitué des troupes et marche sur Rome, ce qui fait que Brennus eh bien, prend ce qu'on lui donne et s'en va. La Gaule, si on s'y intéresse, avant la conquête romaine, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est tout simplement une cité, enfin plusieurs cités en tout cas, qui sont organisées en différents petits états, qui vont parfois entrer en conflit, mais qui vont partager de nombreux traits culturels. Au 2e siècle avant notre ère, la Gaule, ça forme pas une seule et unique nation, mais on dénote près de 60 peuples qui coexistent sur le territoire. Certains, comme les Udéens, vont avoir soumis les peuples voisins et mettre en place un système de confédération. En effet, en 121 avant Jésus-Christ, les Romains apportent une aide militaire à leurs alliés gaulois, les Éduins. Cette intervention, qui va renforcer la puissance de ces derniers, est aussi l'occasion pour Rome de consolider son implantation en Gaule. Les Romains vont avoir soumis les Saliens, les Vonos, qui menacent la route reliant Rome aux provinces d'Hispanie. 4 ans plus tard, c'est à la demande des chefs éduins que le Sénat romain envoie des légions pour repousser les incursions de leurs voisins, les Avernes et les Allobroges. Les éduins invoquent à cette occasion un traité, ou foedus, comme ça qu'on appelle en romain, qui va être passé avec les Romains, au terme duquel Rome va s'être engagée, en contrepartie de la reconnaissance de sa puissance par les Éduins, à protéger les Éduins, déclarés alors frères de sang. C'est le consul Fabius Maximus et Domitius Aenobarbus qui vont écraser les Avernes et les Allobroges en 121 avant Jésus-Christ, près notamment de Bolène, au confluent du Rhône et de l'Isère. En 118 avant Jésus-Christ, à l'issue de la campagne de pacification, Rome contrôle tout le sud de la Gaule, qui devient en 76 avant Jésus-Christ la province romaine de Gaule transalpine. Cependant, la faveur de ces guerres romaines en Transalpine va permettre aux Éduins d'étendre leur autorité sur plein d'autres peuples gaulois, les Sénons de Sens, les Parisi, les Biturges de Bourges, les Ségusiaves du Forez, les Ambars de la Bresse, mettant ainsi sur pied une confédération qui va contrôler le centre et l'est de la Gaule. Cette hégémonie, elle est principalement commerciale, et elle va aviver les tensions avec leurs puissants voisins, les Sécanes du Jura, ou alors les Lingons du plateau des Langres du Nord.
Il faut vraiment comprendre que, en fait, en Gaule, chaque peuple va posséder sa propre organisation politique. Si la royauté, elle domine au IIe siècle avant Jésus-Christ, elle tend à s'effacer ensuite au profit des régimes plus aristocratiques, avec un sénat représentant les grandes familles et les magistrats qui sont présents. La magistrature la plus importante, c'est celle que l'on appelle le vergobret. C'est une charge annuelle aux fonctions politiques et militaires. Cependant, on est sur une aristocratie qui est très guerrière, c'est la guerre qui est au cœur de la société gauloise. D'abord parce qu'elle va rapporter du butin, des esclaves et des terres qui vont être pris sur les peuples voisins. Ensuite parce que c'est l'occasion pour les guerriers de montrer leur valeur et d'accéder au rang supérieur. Au sommet de la société va se trouver de meilleurs guerriers. Après une victoire, ceux-ci vont partager le butin et cèdent une partie de ce butin à leurs hommes, s'assurant par ce moyen leur fidélité. Paysans, les artisans, ceux qui vont avoir des statuts et des richesses diverses, vont fournir à cette élite la nourriture et les armes nécessaires au combat. Il est à noter qu'en fait, les Gaulois ne sont pas les guerriers barbares que l'on imagine dans Astérix et Obélix, qui vont être contents de tabasser du romain, qui vont aimer le goût de la chasse au sanglier, les banquets arrosés. En fait, tout ça, ce sont des clichés mis en place par les Romains pour décrédibiliser la culture gauloise. À partir du IIIe siècle avant notre ère, la Gaule, elle connaît un formidable développement agricole. Les grandes plaines de l'actuel parisien vont alors être parsemées de fermes, et certaines forêts qu'on connaît aujourd'hui vont alors être défrichées, pour que les paysans puissent y cultiver des céréales et des légumineuses. Dans le Midi vont être produits du vin et de l'huile d'olive. Toute cette expansion, elle s'explique notamment par une population qui est de plus en plus importante, l'introduction aussi de nouvelles techniques, notamment au niveau de l'agriculture, qui permettent un meilleur rendement. Ainsi, les Gaulois vont labourer avec un araire, dont le soc va être en fer. C'est le début des premiers outils en fer, qui vont enrichir notamment les ternes de marne ou de fumier. Ils vont utiliser des meules rotatives pour moudre le grain. C'est le début d'une forme de mécanisation de cette agriculture. Dans le même temps, l'habitat groupé connaît un regain de faveur. Ce sont le plus souvent des petites agglomérations dites ouvertes, qui vont être dépourvues de remparts, qui vont s'installer au cœur des terroirs. Mais au IIe siècle, celui des oppidats fortifiés, où vont se regrouper des ateliers d'artisans, vont faire concurrence à ces petites villes. Certaines villes vont s'étendre sur des superficies considérables, 300 hectares par exemple pour Villejoubert en Charente, avec un réseau de voirie bien organisé. Parmi elles, on peut aussi noter Bibracte, la capitale des Éduins dont j'ai parlé plus tôt, qui compte probablement entre 8000 et 10 000 habitants. La ville type, elle s'organise autour d'un marché, de quartiers d'artisans, d'une zone résidentielle et d'une grande place pour les rassemblements, à la manière d'un forum. Les maisons, ce ne seront pas en fait des huttes circulaires comme on l'imagine, mais c'est le plus souvent un plan rectangulaire avec des maisons qui vont être divisées en plusieurs pièces. Certaines habitations vont être notamment pour conserver les ressources. La Gaule, du fait de son artisanat et de son agriculture développée, va exporter énormément de produits. Produits agricoles, fourrures, métaux, fer, cuivre, étain, or, artisanat du fer et d'or qui s'est aussi beaucoup développé avec des fibules, des agrafes qui servent à fixer les vêtements et qui semblent avoir été fabriqués de façon quasi industrielle. Les bijoux décorés d'émaux, dont les artisans gaulois maîtrisent la fabrication, alors qu'ils sont inconnus par les Grecs et les Romains, sont aussi exportés. Pareil pour les épées et les casques gaulois qui sont réputés jusqu'à Rome. Si on parle de la Gaule, il faut aussi évoquer les druides. Les druides, c'est ce que l'on peut appeler des fonctionnaires de la religion. Ce sont des hommes très savants, probablement en fait le sens de leur nom, druides très savants, qui vont avoir plusieurs fonctions. En premier lieu, ça va être les prêtres d'une religion originale, polythéiste. Chaque peuple va vénérer ses propres divinités, dont les plus connus vont être par exemple Lugh, le dieu qui distribue les richesses, Esus, le bon maître, Cernunnos, le dieu au bois de cerf. Les druides vont être par ailleurs chargés de dispenser un enseignement au fils des guerriers. Enfin, ils ont aussi un troisième rôle qui est celui d'arbitre, en cas de conflit entre les peuples gaulois. Indéniablement, ils font figure de sages, de garants de la morale celtique et de ses traditions. Durant ce IIe siècle avant Jésus-Christ, deux villes qui vont être fondées par le consul romain dont j'ai parlé plus tôt, Domitius Aenobarbus, qui va fonder la colonie d'Achaea Sextiae, Aix-en-Provence en fait, en 122 avant Jésus-Christ, et en 118, il va fonder celle de Narbo Marcius, vous l'aurez deviné, Narbonne. Ces implantations, elles vont renforcer la pénétration commerciale romaine en Gaule, au détriment de Marseille. J'ai fait une vidéo sur la fondation de Massilia, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai une petite fiche. Et en 118, après les campagnes militaires, la République romaine, elle étend son emprise sur tout le sud de la Gaule, de l'Italie à l'Espagne. Vers les années
70, la région devient en fait la province romaine transalpine, ce que j'ai dit plus tôt, avec Narbonne pour capitale, d'où le nom narbonnaise qu'elle va prendre par la suite. Et c'est cette domination qui va amener à la guerre des Gaules, que l'on verra dans un prochain épisode, les amis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à me demander des choses. C'est avec grand plaisir que j'ai fait cette vidéo de vulgarisation sur la Gaule où on a tous ensemble appris des choses. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, c'était Malicus. Ciao, ciao.